Donc voilà, on m'a demandé de venir aborder le sujet du matériel stérile versus le matériel à usage unique. Alors c'est un sujet que je trouve très intéressant et dont on se préoccupe beaucoup à la pharmacie parce que on s'occupe non seulement des achats pour le bloc opératoire, mais aussi de la stérilisation. Et comme l'un ne va pas sans l'autre, je vous remercie d'avoir pensé à accueillir un pharmacien pour parler de ce sujet. Alors, voilà, donc je vais essayer d'aborder la question de manière assez simple. Mais d'abord, un petit peu de conjugaison. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Est-ce que les avantages d'hier sont vraiment des contraintes aujourd'hui, ou bien est-ce que c'est plutôt l'inverse? Est-ce que économie et écologie s'opposent? Nous, on veut les deux, et par chance, les intervenants précédents ont dit la même chose. Donc, je pense qu'on va bien se retrouver. Et puis, vous êtes là, c'est un congrès d'anesthésie. Est-ce que les services d'anesthésie peuvent être des leaders dans cette transformation des soins éco-responsables? Je vous amènerai en tout cas la vision des pharmaciens en général sur cette question. Donc d'abord, on est parti, j'ai refait un tout petit historique de qu'est-ce qu'il y avait avant finalement. Aujourd'hui, on a des seringues, on les jette, on ne verrait plus la vie autrement. Mais voilà, il y a eu une vie avant, il y a eu des seringues en métal. C'était quand même assez compliqué à nettoyer. L'hygiène était certes moins bonne qu'aujourd'hui. Il y a eu des grosses évolutions. Je vous inviterai à lire les slides, c'est assez chouette comme histoire en fait. Et puis, comme d'habitude, les guerres, les besoins augmentés ont permis d'évoluer. Donc, les aiguilles et les seringues qui existaient à l'époque, on a eu besoin de mieux les nettoyer et bien les stériliser. Donc, tant le besoin de stérilisation que le besoin de seringues a permis d'évoluer dans ce sens. Et donc, c'est à la fin des années 1800 que la première seringue en verre a été faite, et c'était vraiment beaucoup mieux d'un point de vue hygiéniste. Et c'est la firme Luer, qui était basée à Paris, qui a fait les premières seringues vraiment avec un gros essor à ce moment-là. Et alors, j'ai justement une collègue avec qui je discutais encore ce matin sur le trajet, qui m'explique qu'en fait, il y a eu un meeting aérien dans le début la première moitié du XXe siècle. Et en fait, il y avait des Européens, des Américains qui étaient là, et il y a eu des crashs, il y a eu un gros problème à ce meeting. Et du coup, chacun avait sa norme, en fait. Les Américains avaient leurs normes, les Européens avaient leurs normes. Et quand ils ont mis tout le monde dans le même hôpital et qu'ils ont sorti leur truc, il y en a qui piquaient, et puis les tubulures, ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est suite à ça qu'ils ont décidé d'établir des normes. Et donc, ils ont gardé la norme Luer pour le calibre. Et c'est M. Locke, un Américain, qui avait inventé la connexion. Et donc, ils ont fait le Luer Lock. Voilà. Donc, c'est l'histoire. C'est toujours intéressant de se replonger un peu dans l'histoire. Et donc, c'est après la Deuxième Guerre mondiale et avec toute l'industrialisation que vraiment les seringues à usage unique telles qu'on les connaît aujourd'hui sont apparues, et notamment avec l'empire Becton-Dickinson à ce niveau-là. Donc, voilà où on en était avant. Et alors, pourquoi est-ce qu'on est passé donc, du matériel stérile au matériel à usage unique? Donc, d'une part, il y avait des choses qui paraissaient évidentes, parce que quand on voyait l'image avec les tambours d'aiguilles restérilisables et tout, je pense que personne n'a envie de retourner à ça. Soyons objectifs, il faut faire des choix. Ce choix-là n'en est pas un. Mais par contre, en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu l'industrialisation, etc., et la mondialisation, et donc on a pu produire beaucoup plus, on a beaucoup plus produit. C'était facile à utiliser. Dans les hôpitaux, on en a parlé un peu ce matin, on a une pression, on veut opérer plus en moins de temps, et l'usage unique permet d'augmenter les cadences dans les blocs opératoires, ça c'est clair. Et puis, ça permettait d'être un peu moins dépendant du service de stérilisation, puisque les blocs pouvaient mieux gérer eux-mêmes leur flux. Et en Belgique, il y a quand même eu une chose très importante, c'est qu'on a instauré les forfaits par intervention qui sont basés sur le prix de l'usage unique.
Donc ça a poussé d'une part les industriels à promouvoir encore plus l'usage unique puisque le remboursement était basé là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que le prix est basé sur l'usage unique qu'on n'a pas le droit d'utiliser du restérilisable. Et si on a envie d'investir dans du restérilisable et de bénéficier du retour sur investissement du restérilisable versus l'usage unique, on a tout à fait le droit de le faire. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser l'usage unique. C'est juste qu'ils se sont basés là-dessus pour déterminer leur coût. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême inverse, qui est le fait d'essayer de faire du reprocessing maison de l'usage unique, en se disant, c'est quand même bête d'utiliser ce truc qu'une seule fois. On pourrait encore l'utiliser, il est bien, oui, il est encore bien, mais il n'est pas qualifié pour ça. Et si vous avez un problème, comme je dis toujours, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un problème, il devient très vite très gros, quoi. Donc voilà. Et puis, je pense qu'en Belgique, quand même, il y a eu un manque d'investissement dans les services de stérilisation, notamment à cause de cet usage unique. C'est un peu toujours le serpent qui se mord la queue. En plus, c'est difficile de trouver du personnel qualifié. C'est un service qui est assez ingrat parce que peu reconnu alors qu'il est hyper important. Et donc, du coup, comme les services de stérilisation étaient un peu vétustes, que les machines tombaient beaucoup en panne, la solution, c'était l'usage unique, parce que comme ça, on ne dépendait pas des machines. Et voilà, on est un peu toujours dans ce système qui fait qu'aujourd'hui, nous achetons. Et nous achetons quoi ? Nous achetons tout ce qu'on peut. Ça permet à chaque spécialiste au sein d'une même spécialité de vouloir son dispositif précis plutôt que le même que tout le monde. Ça entraîne énormément de turnover au niveau des références et cette gestion en back-office qui coûte aussi beaucoup d'argent. Alors, les ruptures de stock, j'aurais dû en fait mettre un S en très grand. Parce que ça, c'est vraiment, vous le savez tous, c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment un casse-tête. Et déjà avant, la qualité n'était pas toujours au rendez-vous avec les dispositifs médicaux stériles à usage unique. Mais ici, avec les ruptures de stock, du coup, quand on a pris l'habitude de travailler avec de l'usage unique et que ce qu'on avait de qualitatif ne l'est plus et qu'on vous dit, voilà, sur le marché, il ne reste plus que ça, c'est ça ou c'est rien, on prend ça. Et derrière, on a toutes les plaintes qui vont avec. Et en regard de ça, c'est quoi ? C'est des prix attractifs, c'est de la facilité d'emploi, c'est énormément de déchets. Les emballages tertiaires, les emballages secondaires, les emballages primaires, le produit en tant que tel, le plastique c'est une chose, mais le métal c'en est une autre. C'est vraiment un désastre écologique. Et donc, jusqu'à présent, nous avons acheté, mais est-ce que la santé environnementale était prise en compte ? Peu. Donc voilà, donc ça c'est un slide que j'ai repris de chez nos amis français et je pense que je l'ai d'ailleurs pris sur la Société française d'anesthésie ou dans un article qui était référé par rapport à ça. Et donc c'est pour vous montrer, à gauche, c'est le cycle des dispositifs médicaux à usage unique. Donc on doit les référencer, on doit les acheter, on doit les commander, on doit les réceptionner, on doit les stocker. On doit, je ne sais plus lire, les dispenser, les stocker dans les unités de soins, et puis les utiliser, les recommander, et ainsi de suite. Donc le cycle, vous voyez, il est très long, alors que si on est à l'intérieur de l'hôpital avec du restérilisable, on référence une fois, on achète une fois, on stérilise, on stocke, on utilise, on prédésinfecte et on restérilise. Le cycle est quand même beaucoup plus court et permet une beaucoup plus grande indépendance des fournisseurs une fois qu'on a fait ce choix. Est-ce que vous stériliserez ? Est-ce que vous stériliserez dans l'avenir ? On a quand même 2 étapes importantes. Le protocole de Kyoto qui a mis en évidence le réchauffement climatique et donc qui a déclenché notamment encore plus toutes ces discussions par rapport aux gaz anesthésiants. Ça a quand même été un des gros impacts de la médecine à ce moment-là, qui a été pris en compte. Et en 2015, la COP21, où tous les pays s'engagent à essayer de contenir le réchauffement climatique.
émergence rapide de démarches RSE au sein des entreprises. Et donc, je ne parle pas que au niveau des entreprises pharmaceutiques, c'est au niveau des entreprises comme L'Oréal et des choses comme ça, où ils ont vraiment fait beaucoup de choses pour diminuer leur consommation en eau et des choses comme ça. Tous les grands groupes se sont attelés à améliorer leur empreinte écologique. Et donc, on a vu, parallèlement à ça, émerger les critères liés au développement durable dans les marchés publics. Ça a aussi été discuté ce matin. Mais donc, on parle du transport, ça paraît évident. On peut parler des déchets, mais il y a aussi derrière, qu'est-ce que la société est prête à faire en termes de démarches environnementales et sociétales. Comment est-ce qu'elle traite son personnel? Est-ce que les voitures de leur personnel roulent à l'électricité ou au mazout? Enfin, au mazout, à l'essence ou au diesel. Est-ce que ils essayent d'optimiser la biodiversité autour de leur entreprise et tout ça, c'est des choses qui peuvent être prises en compte dans les marchés publics. Alors certes, ça n'a pas beaucoup de poids dans les critères aujourd'hui, et je rejoins ce que vous disiez ce matin, mais si tout le monde commence à en mettre un peu, ils vont tous se sentir quand même obligés à un moment donné d'investir là-dedans, parce que petit à petit, ceux qui ne font rien vont devenir moins nombreux qu'aujourd'hui ceux qui font quelque chose. Et donc, on peut décider aussi en fonction du marché de est-ce qu'on donne un gros poids à ce critère ou pas. Justement, s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent répondre au marché ou s'ils sont que 3 et que si on met ce critère-là, on n'aura plus personne et des choses comme ça. Et puis alors, le PBT dont on a parlé tout à l'heure, qui est ce critère d'évaluation du risque toxique de bioaccumulation des produits, comme pour le propofol tout à l'heure. D'autre part, donc ça c'est pour la partie plutôt en amont des achats, il y a quand même eu une prise de conscience très grande au sein des blocs opératoires qu'il y avait énormément de déchets au bloc opératoire. Ça, enfin, faut à la limite même pas être dans l'hôpital pour s'en rendre compte. Et que donc là, on peut prendre des actions qui peuvent avoir très vite un impact. Diminuer les déchets et diminuer l'usage unique de facto par rapport à ça. Alors vous allez me dire, oui, mais si on restérilise, on a les emballages de la stérilie, oui, mais les emballages de la stérilie, on peut assez facilement créer un circuit propre de ces emballages, et il y a des sociétés qui les recyclent de manière préférentielle pour en refaire des matières premières, ce qui n'est pas spécialement le cas avec les emballages de l'usage unique. On peut diminuer le métal jetable, toutes les petites cupules en métal à usage unique qu'on utilise plutôt que des cupules en métal qu'on peut restériliser. Tout ça, c'est des petits gestes, c'est peut-être pas grand-chose, mais on n'est pas obligé de commencer grand tout de suite. Et chaque geste compte. Et alors, gros impact des déchets B2 en Belgique, donc les poubelles jaunes. Est-ce que ce qu'on met dans les poubelles jaunes doit vraiment aller dans une poubelle jaune? Parce qu'une poubelle jaune, c'est soit un carbox, soit des boîtes plastiques. Généralement, il y a aussi des sacs en plastique, mais du coup, c'est beaucoup moins compactable et donc le transport coûte beaucoup plus cher parce qu'on met moins dans un même camion. Et puis, il faut l'incinérer à plus de 800 degrés, beaucoup plus haut que les autres. Et donc, ça aussi, ça coûte. Donc voilà, si on trie mieux ces déchets, qu'on diminue son B2, ben, ça génère déjà une amélioration écologique et une amélioration économique directement. Et donc, également diminuer l'émission des gaz, des fluides sales, la durée d'intervention, par exemple, toutes ces chirurgies qui permettent de diminuer les anesthésies générales, ben, ça diminue l'utilisation des gaz et ça participe en tout cas au fait d'aller dans cette direction. Alors, il y a eu un congrès d'Europharmat la semaine passée et donc la problématique de l'écologie dans les soins de santé est quand même revenue beaucoup plus que d'habitude. Notamment, il y avait un poster qui disait, vers la fin de l'usage unique en consultation, est-ce qu'on peut réduire à la fois la dépense et les déchets? Donc vous voyez, les gens s'interrogent quand même pas mal. Et alors, à la recherche du zéro déchet, réflexion pour diminuer ou valoriser les déchets générés par les dispositifs médicaux pharmaceutiques. Alors, je savais qu'on ne verrait pas très bien, mais je me suis dit que vous auriez peut-être la présentation et que ceux qui voulaient pouvaient aller gratter un peu plus. Et sinon, je veux bien vous l'envoyer. Malheureusement, ça date de la semaine passée, donc les posters n'étaient pas encore en ligne. Mais donc, ça découpe vraiment, moment par moment, des interventions. Qu'est-ce qui génère du déchet? Et ça met des propositions sur, dans ce qui est utilisé en matériel à usage unique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait assez facilement
repasser en restérilisable. Alors, c'est pas tout, rien. On va pas retourner à ça. C'est pas ça qu'on demande. Ok, on n'est pas du tout, on n'est pas des extrémistes. On n'est pas. Faut prendre la balance entre le risque, le bénéfice, le coût, l'écologie, l'hygiène, etc. Alors, par rapport à ça, justement. Les démarches d'accréditation, par exemple, qui sont très bien qualitativement, elles poussent quand même fortement à l'usage unique pour être sûr qu'on fait le meilleur choix d'hygiène pour le patient. Donc il faudrait qu'on puisse aussi intégrer dans cette démarche qualité le fait de dire qu'on peut avoir des stérilisations qui sont tout à fait propres, hygiéniques et qualitatives. Et donc, est-ce qu'il faut considérer la remise en question de l'usage unique comme une contrainte ou comme une opportunité ? Moi, je pense clairement que c'est une opportunité et que ceux qui ne se posent pas cette question aujourd'hui, là, il y a clairement un problème. Je pense qu'on ne peut pas penser à la planète de demain et aux soins de demain sans se poser cette question maintenant. Alors aujourd'hui, on a la chance qu'on peut faire des choix. Ce n'est pas que de l'usage unique ou que du restérilisable, on peut mixer les deux. Et on peut non seulement mixer les deux par rapport à ce qu'on souhaite et qu'on pense qui est le mieux pour l'hôpital et pour le patient, enfin pour le patient et pour l'hôpital, mais aussi on peut l'adapter en fonction des situations. On n'est pas obligé de dire c'est noir ou c'est blanc. Dans l'hôpital, on n'achète que ça et uniquement ça. On peut dire on voudrait fonctionner globalement avec du restérilisable, mais en cas d'urgence, au cas où on a un problème soit à la stérilie que ça ne suit plus, soit qu'on a plusieurs patients en urgence, qu'on n'a pas assez de boîtes, on peut, pour certains articles, décider d'avoir encore un peu d'usage unique sur le côté pour rassurer tout le monde et avoir la meilleure prise en charge possible. Ce n'est pas des choses qui sont impossibles à faire. Mais chacun est responsable de ses choix. Et donc, comme le disait David Van Drogenbroek, et j'étais très contente de l'entendre puisqu'on est dans un comité de direction commun au niveau des réseaux, c'est que c'est une question de gouvernance d'abord. C'est une question de gouvernance parce que si la gouvernance de l'hôpital trouve que le fait de se poser la question de la santé éco-responsable n'est pas une priorité ou n'est pas à l'ordre du jour, les gens peuvent en bas prendre toutes les décisions qu'ils veulent et avoir les meilleures intentions. Ce sera toujours plus compliqué que si l'hôpital en fait une priorité. Et alors de nouveau, il faut pas être extrémiste là-dedans, mais il faut pouvoir commencer petit et se sentir soutenu dans ses actions. Et puis, je rejoins une des questions qui était posée tout à l'heure à la fin de la première session. Est-ce que le rythme imposé en salle d'op, il est durable ? Parce que ça fait partie aussi de ces questionnements. Est-ce qu'au niveau de la stérilisation, est-ce que ce turnover exigé, cette pression qui est mise, est durable pour les services de stérilie ? Est-ce que c'est durable pour le personnel infirmier, pour les médecins, pour les chirurgiens, les anesthésistes ? Est-ce que tout le monde est prêt à tenir cette cadence qu'on cherche actuellement ? C'est une question, j'ai pas la réponse et je suis pharmacienne chef de service de l'hôpital et je fais partie du comité de direction de la clinique, donc je sais très bien que on peut avoir il faut réussir à faire se rencontrer les contraintes des uns et les contraintes des autres et c'est pas facile, mais on peut en parler, on peut essayer de comprendre ce qui se passe chez l'un et chez l'autre et de faire le meilleur choix, peut-être pas pour aujourd'hui, demain, tout de suite, mais pour après-demain. Et de le préparer. Et donc, chaque service peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Par exemple, à la pharmacie, chez nous, on a fait le choix, il y a plusieurs années, d'ouvrir le marché public des perfusions. Et on a fait rentrer des critères d'écologie dans ce cahier des charges, même si ce n'était pas l'objectif premier. Mais le choix qu'on a fait, c'est de prendre des perfusions semi-rigides, par rapport à leurs composants et par rapport au fait qu'elles n'ont pas de suremballage, donc on diminue les déchets. L'opercule est stérile, il y a un opercule stérile, on doit juste soulever une petite languette et c'est stérile. On ne doit pas utiliser de compresse, on ne doit pas utiliser de désinfectant supplémentaire avant l'injection de produits dans la poche. Si on mettait une chaîne de recyclage des perfusions derrière, le recyclage de ces perfusions est beaucoup plus facile qu'une tricouche comme dans les poches souples. Et donc, on n'est pas toujours obligé que ça ait un impact direct. On peut faire des choix qui ne mettent pas en péril le contenu de la solution, mais qui
de par d'autres aspects, participe à une prise en charge un peu plus éco-responsable. Optimiser les processus de commande, bien sûr. Si on fait moins de commandes, ça fait moins de transport, ça fait moins de back-office, ça fait moins d'administratif. Enfin, tout ça se tient. Et puis, intégrer les critères liés au développement durable, aux excipients à effet notoire, aux perturbateurs endocriniens, etc., dans les cahiers des charges. Et ça commence quand même vraiment à devenir, heureusement, une routine. Et donc, l'économie peut sans problème rimer avec l'écologie. Et d'ailleurs, beaucoup de choses qu'on a fait chez nous à la CNDG pour des raisons économiques apparaissent être aussi des choses écologiques. Mettre des panneaux solaires, surtout aujourd'hui, tout le monde sait que mettre des panneaux solaires, ça coûte cher. C'est un investissement, mais il y a un retour sur investissement en principe. Mais à la base, il faut faire le choix de faire cet investissement. Mettre des éoliennes, optimiser les circuits de commande, avoir des parcs d'instrumentation suffisants pour absorber le temps de stérilisation, ça peut aussi être un choix institutionnel de dire, OK, bon, maintenant, on veut ce rythme-là en salle d'op, on a ce rythme-là en stérilie, qu'est-ce qu'on a besoin entre les deux pour que ça fonctionne? S'il faut plus de boîtes, est-ce qu'on est prêt à investir dans ces boîtes et quelle priorité on met pour les investissements? Parce que, comme tous les hôpitaux, on n'a pas du cash indéfini. Donc voilà, c'est toutes des choses qui se discutent. Alors, stérilisation sur site, beaucoup se demandent s'il faut externaliser la stérilie. Faites vos calculs entre les avantages et les contraintes d'une stérilie sur site ou hors site, et puis on peut en reparler si vous voulez. Nous, on est persuadés que pour plein d'aspects, c'est mieux d'avoir la stérilisation sur le site, et c'est la raison pour laquelle, malgré notre petite taille, on a refait une toute nouvelle stérilie en 2019. Mais il y en a qui font d'autres choix à voir. Et puis optimiser la planification des interventions qui utilisent le même matériel, ça peut paraître évident, mais c'est quand même pas toujours fait. Et donc, plutôt que d'acheter des boîtes supplémentaires ou de faire venir de la firme des ancillaires supplémentaires et tout, est-ce qu'on peut organiser les choses autrement? Voilà, c'est une question. Et puis, faire des achats responsables. Il y a des firmes qui le font. Hein. Donc, BD fait des seringues vertes, par exemple, au propre comme au figuré. Enfin, ils essayaient en tout cas. Donc, vous avez peut-être déjà vu, c'est des seringues avec des pistons verts. Non? Et donc, ce piston vert, c'est pour démarquer ces seringues qui sont produites en Europe et pas hors de l'Europe. Elles sont produites en Espagne, dans une usine qui ne fonctionne qu'avec de l'électricité verte. Et ils ont diminué la quantité de plastique, ils ont fait des plus petites ailettes et tout ça. Et donc, ils ont essayé de développer une gamme plus verte. Donc, quand je dis que les sociétés essayent de se démarquer et peuvent mettre des choses en place si elles le veulent vraiment, c'est vrai. Et donc, au final, il n'y a pas une seule réponse entre le restérilisable ou l'usage unique. Il faut pouvoir réfléchir aux différents critères pour chaque achat. Qualité, sécurité en premier, mais aussi économie, écologie, santé environnementale, responsabilité sociétale, transport, déchets. Tout ça, ça fait partie d'une même décision et ça doit se prendre ensemble. Ce n'est pas juste le service des achats ou juste les médecins. Il faut se parler, quoi. Et donc, est-ce qu'au final, les services d'anesthésie peuvent être leaders dans cette transformation vers des soins éco-responsables? Mais moi, je pense que oui, ça, c'est jamais que mon avis. Parce que vous avez été parmi les disciplines les premiers à être conscientisés par rapport à cet impact environnemental lié à vos pratiques. Vous êtes témoin de toutes les pratiques chirurgicales puisque vous tournez dans toutes les salles. Je suis sûre que vous savez dire quelles sont les chirurgies qui consomment le plus, qui sont les plus vertes, les médecins qui vont faire le plus attention à ne pas gaspiller, etc. Vous êtes consommateur de matériel à usage unique, mais pour lequel le restérilisable est également possible et où c'est une question de choix. Et vous êtes des gros utilisateurs de médicaments et de tubulures avec un impact notamment au niveau des perturbateurs endocriniens. Et vous pouvez, je pense, très bien endosser un rôle de leadership dans cette spécialité qui vit vraiment au bloc opératoire. Je pense vraiment que vous êtes des bons leaders d'opinion pour ça. Et donc, je fais la boucle avec ce qui était présenté juste avant. Donc, effectivement, la question du propofol. Donc le PBT, il est de 6 sur 9. Et donc, il faut vraiment, d'une part, éviter les gaspillages. Et j'étais contente d'entendre qu'il n'y avait pas que moi qui le disais. En réa, chez nous,
des fois, on a des trous de propofol dans les stocks, et en fait, c'est parce qu'ils préparent des seringues à l'avance, et finalement, ils ne les administrent pas, mais ils ne mettent pas non plus qu'ils les ont administrées. Donc, on n'a pas de traces de consommation à la pharmacie, et donc on ne les rend pas. Mais du coup, ça veut dire que toutes ces seringues, elles partent à la poubelle. Et donc, on sait très bien qu'il y a énormément de produits qui sont préparés, pas utilisés. Et donc là, ça nécessite une coordination et une discussion entre les médecins et le personnel de soins pour savoir à quel moment est-ce qu'on prépare vraiment à l'avance et à quel moment est-ce qu'on attend d'arriver au bout de la seringue pour poser la question et dire « Attention, dans une demi-heure, cette seringue de propofol de 24 heures est finie. Est-ce que j'en refais une ou pas ?» Et ça, c'est de la communication. Alors, faut-il encourager ou non l'utilisation des seringues pré-remplies? Donc, on a les seringues pré-remplies de propofol, mais il y en a aussi toute une série d'autres dont on a vu d'ailleurs un joli poster dans l'entrée. Alors, certes, ils ont un coût plus élevé. Il y a du suremballage, puisque la seringue est emballée dans un papier alu ou dans une boîte, etc. Mais parfois, elles permettent des conditions de stockage ambiantes alors que d'autres doivent aller au frigo. Et donc, énergétiquement, on peut avoir un impact positif. Ça permet parfois de diminuer le gaspillage et justement de ne pas préparer des choses à l'avance pour rien, au cas où. Et ça permet aussi de diminuer les commandes et les livraisons, puisque si chaque jour, comme on dit, vous ne devez pas chacun préparer un bus au bloc opératoire avant chaque intervention, et qu'il ne part pas dans la poubelle, voilà, l'un dans l'autre, ça diminue les consommations et les commandes. Mais de nouveau, il faut voir en fonction de l'utilisation globale dans l'hôpital, de qu'est-ce qui est possible. Est-ce qu'on doit peut-être aussi jouer et sur le type d'achat et sur les comportements. Donc voilà, il n'y a pas une seule réponse à apporter. Je pense que dans toutes les situations, il faut garder un esprit critique et il faut pouvoir l'adapter vraiment à chaque situation. Donc, au final, chaque geste compte. Il faut agir, mais chaque geste compte. Et ça commence par trions et jetons nos mails et nos photos dans nos téléphones. Parce que tout ça, tous ces mails et tous ces trucs qui sont gardés en permanence sur des serveurs, ça a une consommation de dingue. Et là, ce n'est pas une question d'achat, ce n'est pas une question de gouvernance, c'est juste une question de choix personnel. Et au plus tôt, au mieux. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis au plus tôt, au mieux, mais c'était au plus tôt, au mieux. Et donc, s'il n'y avait que 6 choses à retenir, voilà, l'impact des changements climatiques sur l'état de la planète, la santé des humains et la biodiversité, c'est démontré. On doit plus poser la question de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Déjà pas si mal. Et l'hôpital et le bloc opératoire sont des pollueurs vraiment silencieux. Il y a des expériences en France qui sont menées et on peut changer les choses. Et certainement, au niveau des déchets, des consommables à usage unique, le gaspillage de l'eau et l'utilisation des gaz anesthésiants. Sur le long terme, il faut créer vraiment des filières de déchets valorisables. Donc, je vous parlais par exemple des emballages de la stérilie. C'est vraiment quelque chose auquel on devrait réfléchir. Et ces changements sont nécessaires parce que c'est notre préoccupation à nous aujourd'hui, celle de nos enfants demain, etc. Je ne vous fais pas un dessin. Voilà, je vous ai mis derrière les principaux sites sur lesquels j'ai été chercher des choses que je trouvais intéressantes et faciles à comprendre et à partager. Et c'est pas pour faire du placement de produits parce que je ne suis pas du tout concernée par ça, mais vraiment, j'ai eu la chance de découvrir, grâce à l'intervention aujourd'hui pour la préparer, tous les articles et toutes les informations de la Société française d'anesthésie et de réanimation, donc la SFAR. Et franchement, c'est super lisible, c'est agréable à lire, c'est pas donneur de leçons, c'est des idées, c'est des pistes, et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil parce que ça fait du bien. Voilà.